Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du body count, un anglicisme utilisé pour désigner le nombre de partenaires sexuels qu'une personne a eu au cours de sa vie. Un terme inspiré du monde de la criminalité et des enquêtes policières qui signifie en traduction littérale le nombre de corps ou le nombre de victimes. Le terme body count est donc souvent utilisé pour aborder la question de la multiplication des partenaires sexuels, de la promiscuité et de son potentiel impact sur les individus, et particulièrement l'impact psychologique, parce que l'impact physique, on en conviendra, est assez évident. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les MST, papillomavirus, gonorrhée, chlamydia, syphilis et j'en passe, avec toutes les maladies graves qu'elles peuvent générer, notamment chez la femme, avec le papillomavirus qui est directement responsable du cancer du col de l'utérus. Donc être vigilante ou se préserver pour une femme, c'est aussi rester en bonne santé. C'est pour cette raison que l'on va éviter de parler des évidences et qu'on va se concentrer sur l'impact de la multiplication des partenaires sexuels sur la psyché et en particulier la psyché féminine. Pour les hommes, c'est un peu différent et on en parlera également. Et la question à laquelle nous allons tenter de répondre est la suivante. Le fait de n'avoir eu qu'un seul partenaire sexuel, ou d'en avoir eu 2, 5, 10, 20, 30, 40, 100, a-t-il une quelconque importance, un quelconque impact sur la psyché, sur l'estime de soi, sur l'équilibre mental et surtout, est-il un indicateur d'un trait psychologique inquiétant dont il faut se méfier et s'éloigner ? Et ça tombe bien parce qu'il y a quelque temps, j'ai écrit tout un livre sur le sujet en avril 2023 dont le titre est « Caractère, 12 types de femmes à éviter ». Un livre dans lequel j'aborde spécifiquement cette question en listant 12 archétypes féminins que je classe comme dysfonctionnels. Et je vous lirai dans ce podcast le chapitre 5 au sujet du body count qui répondra très précisément, statistique à l'appui, à notre question. Petite parenthèse graphique avant d'aller plus loin, je vous laisse admirer la nouvelle couverture du livre. Je me suis beaucoup amusé à la faire. L'Observateur, c'est du travail artisanal, à l'ancienne. Je fais tout. J'écris, je fais les couvertures, je formate les textes, je publie. Mes années de Photoshop en école d'architecture m'auront au moins servi à quelque chose. Et blague à part, je suis vraiment content de cette couverture, je la trouve très expressive, je trouve qu'elle raconte graphiquement très bien le contenu du livre et il est disponible sur Amazon, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Un livre de 234 pages, disponible aussi en version numérique, Kindle, Kobo, etc. D'ailleurs, au sujet de la formation d'architecte, j'ai une très belle anecdote d'un enseignant, c'est quand j'étais en 3e année d'architecture. L'un des meilleurs que je n'ai jamais eu, c'était un prof de projet. Projet, c'est le module le plus exigeant. Certains l'appellent aussi atelier. C'est là où on apprend à dessiner, à faire de la conception, des maquettes, etc. Et il nous avait dit, même si vous ne faites pas de l'architecture votre métier, les études d'architecture modifient votre cerveau à tout jamais. Et ça m'avait marqué. Il nous avait dit, quoi que vous fassiez plus tard, vous ne le ferez jamais comme les autres. En disant ça, il savait que l'architecture était un métier difficile, avec beaucoup de compétition et de chômage, et que beaucoup d'entre nous, dans cette promotion de 3e année, seraient diplômés en architecture, mais ils n'exerceraient pas la profession d'architecte, ce qui est la réalité du métier. Beaucoup de diplômés en architecture se retrouvent à faire de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, donc ils font du conseil et du suivi pour le client, certains passent côté entreprise de BTP, certains comme moi font de la maîtrise d'œuvre d'exécution et passent plus de temps sur des chantiers à faire de la paperasse, à écrire des ordres de service qu'à faire du dessin. Ça va faire 10 ans que je n'ai pas fait un seul dessin. Et à partir d'un certain niveau, on ne dessine plus. En général, on a des gens, des gratteurs, qui font ça à notre place. Mais ce qui était intéressant dans ce que disait ce prof de projet en 3e année est que quoi que tu fasses,
Même si plus tard tu ouvres un coffee shop, tu te lances dans un commerce quelconque, lorsque tu as fait des études d'architecture, tu le feras comme personne d'autre. Parce que c'est une formation qui te structure le cerveau. En architecture, tu ne fais jamais ce que tu veux. Tout est séquencé. Un projet, c'est d'abord une esquisse, quelques croquis. Ensuite, on passe à l'avant-projet sommaire, puis l'avant-projet détaillé, puis la phase pro avec à la clé le DCE, le dossier de consultation des entreprises, qui permet de chiffrer le projet, de savoir combien il coûte. Idem lorsqu'on construit, la séquence est rigoureuse, elle est toujours la même et elle ne peut pas être différente.